Donc dans quelques instants, on va découvrir un montage qui a été réalisé par l'INA et qui reprend des journaux télévisés, je crois 5 ou 6, les ouvertures de journaux depuis janvier 99, tous les débuts janvier à l'occasion de la Saint-Sylvestre, et qui porte sur la question des voitures brûlées, un sujet qu'on voit monter. Et ensuite, juste après, on entendra Claire qui traitera de l'histoire un peu de ce marronnier journalistique et de l'évolution des polémiques qui ont été engendrées par les statistiques et un peu leur utilisation et leur politisation. Ensuite, Christian montrera comment ont été utilisées et construites les statistiques policières pour favoriser une conquête politique en 2007, en rapport avec le livre des chiffres et des doutes qu'il a publié avec Jean-Hugues Mattely en 2007. Et puis ensuite, on engagera le débat. Donc, je demanderai à Yannick Dagnaud de réagir dans un premier temps à ce qu'il aura vu et entendu, puis à Cédric Mathiot de nous aider un peu à comprendre l'usage que font les politiques, un peu en général des chiffres, même si on aura un focus particulier sur les données concernant la délinquance et la criminalité. Mais c'est vrai qu'au travers du travail de son blog, je crois que c'est assez intéressant de voir comment finalement ces chiffres sont utilisés de manière générale par les politiques et puis surtout repris par les médias. Mais tout d'abord, on va regarder le montage qui a été réalisé par l'INA. Une criminalité en hausse, les chiffres de la police et de la gendarmerie sont plutôt inquiétants. Après 3 années de baisse, l'insécurité donc s'accroît. Le chiffre des mineurs impliqués a d'ailleurs fait un bond. Un dossier sensible et politique après l'intervention hier de Jacques Chirac. Jean-Pierre Chevènement a apporté aujourd'hui un début de réponse. Les chiffres et les réactions avec Christine Lehéran. En fin d'année, à Toulouse ou à Strasbourg, les cités ont flambé. Mais les actes de violence se vivent au quotidien dans les quartiers et ils s'étendent aussi à l'extérieur. Voitures brûlées, agressions de chauffeurs de bus, vitrines brisées, les statistiques progressent, plus 2,7% de plus en 98. Le président de la République s'en inquiète vivement, jugeant la situation très préoccupante. Réplique de Jean-Pierre Chevènement, de retour aux affaires, il défend son bilan et veut revenir à la charge. À moyen terme, nous pouvons, je pense, apporter des réponses, et notamment si nous perfectionnons notre doctrine d'emploi de la police au plus près de la population pour assurer la reconquête républicaine de ces quartiers. Il faut délivrer de la peur, il faut bien voir que les jeunes qui sont dans ces quartiers ne sont pas tous des délinquants. Il faut bien distinguer entre un certain nombre de multirécidivistes et puis la grande masse des jeunes, parmi lesquels certains peuvent se laisser entraîner. Et des auteurs de plus en plus jeunes. Un acte recensé sur 5 est commis par un mineur. Des jeunes, des très jeunes, c'est-à-dire 12 ans, 14 ans, et quelquefois moins de 12 ans, commettent des actes de raquette, en bande, n'hésitent pas à se battre avec des armes blanches, n'hésitent pas à faire le guet pour des trafics de stupéfiants. Les policiers veulent plus de sévérité. Jean-Pierre Chevènement lui prépare un nouveau plan anti-délinquance qui devrait être présenté prochainement. Après la fête, les affrontements. Il est 1h30 sur les Champs-Élysées. Pour quelques centaines de jeunes adultes, les bouteilles d'alcool deviennent des projectiles et les forces de l'ordre des cibles à abattre. La police intervient sans ménagement. Rapidement, la violence est contenue. Bilan, 53 policiers et gendarmes légèrement blessés, une vingtaine de vitrines brisées et 59 personnes placées en garde à vue. Autre débordement traditionnel du 31 décembre, les voitures incendiées. Cette année encore, les pompiers ont eu du travail, comme ici à Strasbourg. La forte mobilisation policière n'a fait que limiter les dégâts. Sur l'ensemble du pays, 324 véhicules ont commencé l'année carbonisée. Il y en avait eu 379 l'an passé et 388 en 2001. 180 personnes ont été interpellées pour ces incendies. Dernier exemple de la fête qui dégénère, ces feux d'artifice tirés des immeubles du quartier du Neuhof à Strasbourg. Un CRS a été grièvement blessé par une de ces fusées.
Dans tout le pays, les incidents pendant cette nuit de la Saint-Sylvestre ont été limités. Bien sûr, il y a eu tout de même des voitures brûlées, plus que l'an dernier, mais moins que redouté. La police a interpellé 362 personnes. Un peu partout, des associations de jeunes ont pris des initiatives pour canaliser des énergies pas toujours positives. Et puis le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a survolé la région parisienne en hélicoptère. Reportage à Paris, Lyon, Rouen, Argenteuil, Jacques Cardoz et Jean-Marc Toutouk. La scène s'est reproduite 425 fois dans 53 départements. Si la nuit de la Saint-Sylvestre a connu une nouvelle fois son lot de voitures brûlées, cela aurait pu être bien pire par crainte d'une réplique des événements de l'automne. Le déploiement record de policiers et gendarmes, 25 000, a sans doute produit les effets escomptés. Pas d'affrontement ni incendie de bâtiments emblématiques. Quant aux interpellations, elles sont en légère hausse, 362. De quoi satisfaire le premier flic de France, Nicolas Sarkozy, qui a passé une partie de la soirée à survoler le département de l'Essonne. Il en a profité pour promouvoir la surveillance par hélicoptère face au problème des violences urbaines. Ça permet d'éclairer les fonctionnaires ou les militaires sur le terrain, et c'est un apport qui est absolument considérable et qui va devenir indispensable pour les forces de sécurité. Et comme le veut l'usage, le ministre de l'Intérieur a ensuite entamé une tournée des lieux de gestion de crise, comme ici, le poste de sécurité publique d'Evry en région parisienne. L'occasion de donner quelques satisfecits. 12 voitures brûlées sur le département, 13 interpellations. Et ça c'est bien. Les policiers ont été pris à partie, ont dû utiliser le flashball pour se dégager et ont interpellé à cette occasion 5 personnes. Ça c'est très bien. Mais la police n'est pas la seule à s'être mobilisée. L'association Banlieue du Monde a envoyé ses animateurs sillonner les quartiers de la Seine-Saint-Denis. Comme ici, à Clichy-sous-Bois, d'où sont parties les violences de l'automne. Au programme, rapprocher des mondes qui ne se connaissent pas ou peu. Résultat garanti, l'année 2006 a commencé par un cours de Smurf et de breakdance. Un cours pour toutes les générations. Voilà, pas d'incident notable donc, mais on s'arrête un instant sur ce mal devenu endémique chaque fin d'année. Le nombre de voitures brûlées a encore fortement augmenté. Le ministère de l'Intérieur en a recensé 1147. Pierre Monégier. C'est un constat inquiétant au milieu d'une nuit pourtant globalement calme. 1147 voitures brûlées contre 878 pour la Saint-Sylvestre 2007, soit une hausse de 30%. Réaction cet après-midi du président de la République qui appelle à davantage de fermeté envers les incendiaires. Je souhaite également qu'on réfléchisse à la possibilité pour les juridictions pénales d'interdire à un mineur condamné pour des faits d'incendie de véhicule de passer un permis de conduire, un véhicule 2 ou 4 roues, aussi longtemps que la victime des faits ou le fonds de garantie n'a pas été indemnisé en totalité. Au ministère de l'Intérieur, on évoque une autre cause possible, car un nombre exceptionnel de véhicules a été incendié dans des départements ruraux. Ceux où moins de 5 voitures ont été brûlées ne sont pas connus pour être des théâtres de violences urbaines. Il pourrait s'agir d'un effet d'aubaine. Depuis septembre, les propriétaires de voitures brûlées peuvent être indemnisés jusqu'à 4 000 € s'ils ont des revenus modestes. La police va examiner de près ces incendies, d'autant que le bilan global pour l'année s'est lui amélioré, avec 6 000 véhicules brûlés en moins. Revenons à l'actualité en France avec la polémique autour des chiffres communiqués hier sur les incidents qui sont survenus dans la nuit du 31 décembre. L'incendie reste quasi identique à l'an dernier. Un bilan donc contesté par le Parti Socialiste notamment. Réaction recueillie par Béatrice Gelot. Sous ce réveillon, les fêtards pouvaient célébrer le passage en 2010 en toute sécurité. 45 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans l'Hexagone. Ils étaient 35 000 en 2008. Résultat, 2 fois moins de monde sur la plus belle avenue du monde. Hier, le chef de l'État, lors de ses vœux aux travailleurs de la Saint-Sylvestre, affichait sa satisfaction. Je veux vous remercier pour avoir contribué à faire de cette Saint-Sylvestre un jour sûr, malgré la foule, un jour de fête, parce que vous en avez réuni les conditions. Les forces de l'ordre ont procédé à 549 interpellations et 481 gardes à vue. Mais la polémique vient du nombre de voitures brûlées, 1137 cette année contre 1147 en 2008. Un chiffre mis en doute par le Parti Socialiste.
Il semble que les chiffres aient été arrêtés car on a vu que la tendance était une tendance qui dépassait là encore l'année dernière, ce qui montre bien que cette année, après l'arrivée de Nicolas Sarkozy, nous sommes dans des pics de délinquance. Nous avions pris des initiatives et notamment la réorganisation de la police sur ce qu'on appelle l'agglomération, c'est-à-dire les 3 départements de la Petite Couronne et Paris. Dans ces secteurs, le préfet de police Michel Gaudin a pu obtenir une baisse là massive, puisque c'est une baisse de 20%. Les syndicats de police y vont aussi de leur analyse. Mais il n'y a pas de bons chiffres à partir du moment où il y a des voitures de brûlées. Ce qu'il faut, c'est effectivement, et la démonstration a été faite, c'est mettre du personnel sur le terrain. Et paradoxalement, c'est le moment où on nous annonce une baisse des effectifs. À 3 mois des régionales, le thème de la sécurité réapparaît sur la scène politique. C'est une bien mauvaise tradition de la Saint-Sylvestre, des voitures brûlées pour célébrer le passage à la nouvelle année. À Strasbourg, dans le quartier du Neuhof, la nuit a été mouvementée pour les forces de l'ordre, obligées de mobiliser des renforts. Au total, dans toute la France, 1193 véhicules ont été incendiés la nuit dernière. Un bilan annoncé par Manuel Valls ce soir. Quand il s'agit de la lutte contre la délinquance, quand il s'agit de l'insécurité qui concerne nos concitoyens, il n'y a rien à cacher. Manuel Valls a ainsi choisi une méthode opposée à celle de ses prédécesseurs. Depuis 2009, ces chiffres n'avaient plus été divulgués, officiellement pour éviter une compétition entre quartiers. Bien, alors on voit monter ce sujet au travers de ces différents JT, puisqu'on passe ces 388 véhicules évoqués en 2001 aux 1193 en 2013. Donc Claire, tu vas un peu nous parler de ces voitures incendiées de la Saint-Sylvestre. Oui. En fait, on avait l'idée de partir d'un cas d'étude, donc ces fameuses voitures incendiées de la Saint-Sylvestre, pour aborder toute la thématique de la table ronde sur les polémiques autour des chiffres de la criminalité. C'est effectivement une entrée intéressante. Et donc là, je vais essayer un peu de faire un cadrage historique des images qu'on vient de voir. Essayer de comprendre comment a émergé ce marronnier des voitures incendiées de la Saint-Sylvestre, et qui en fait est plutôt, je dirais, un sur-marronnier, puisque je veux dire par là que c'est un marronnier à l'intérieur d'un autre marronnier qui est celui des récits de la Saint-Sylvestre, qui intervient chaque année aussi. Donc la question se pose: à quel moment dans l'histoire, comment et pourquoi la thématique criminelle a-t-elle émergé dans ce marronnier originel et est venue teinter négativement des reportages consacrés à un événement qui était a priori festif dans nos imaginaires collectifs. C'est là que l'éclairage historique prend tout son sens. Donc je reviens quand même sur, avant les voitures incendiées, quand même ce récit originel, celui de la Saint-Sylvestre, pour dire simplement que jusque dans les années 80, au fond, la Saint-Sylvestre est présentée dans les JT comme un événement exclusivement festif. Là, on voit des reportages des années 60-70 qui ancrent le réveillon dans un territoire urbain parisien intramuros et limité à l'avenue des Champs-Élysées pendant longtemps. Et ça, on voit bien que c'est un rituel joyeux qui bouscule les hiérarchies, les rapports d'autorité, puisqu'on voit quand les forces de l'ordre apparaissent à l'écran, c'est assez convivial. C'est pour embrasser les Parisiens, plutôt les Parisiennes, ici, en 69 et 70. Dans les années 80, on se déplace un petit peu de cette avenue des Champs-Élysées, on repère des jeux d'échelle assez différents. Une Saint-Sylvestre provincialisée en 84 par exemple, où là on se dit, enfin les journaux télévisés, les journalistes décident d'aller illustrer un petit peu cette carte postale du réveillon en faisant un reportage sur les différents villages de France qui ont pour nom Saint-Sylvestre. Donc on se déplace en Haute-Vienne, en Ardèche, dans le Lot ou en Haute-Savoie sur une petite musique, là je ne l'ai pas mais c'est dommage, pour illustrer ce moment. Et puis l'autre, en 86, c'est l'autre effet d'échelle, internationalisé cette fois, puisque à la faveur
je dirais quand même, je dresse la chronologie vraiment à la serpe, hein, mais à la faveur de la fin de la guerre froide, du contexte de mondialisation accélérée des échanges, le réveillon offre des scènes de liesse planétaire. Et ici, on voit justement Moscou en 86, ça a un sens. Et du coup, d'ailleurs, dans le commentaire, on entend une petite critique politique se glisser quand même dans ce récit d'un événement dont on nous montre un petit peu tous les visages heureux à travers le globe. Donc ainsi, au cours de ces premières décennies, la dimension joyeuse de la Saint-Sylvestre ne semble subir vraiment aucune érosion. Les JT offrent le spectacle de sociétés communiantes, de cérémoniels quasi simultanés, enfin avec le décalage horaire à chaque fois, dans les JT du 1er janvier de chaque année. Le marronnier s'est installé, ce marronnier originel dont je venais de parler. Alors les érosions se font sentir à la fin des années 80 et surtout au début des années 90. C'est l'heure des premières fissures, des premières ruptures avec le ton bon enfant qui prévalait jusqu'alors. Moins de fêtes, plus de casse, même si la fête n'est pas systématiquement gâchée, on comprend qu'elle devient entre guillemets gâchable. Alors là, par exemple, en 92, à gauche, le visage, c'est une Saint-Sylvestre qui est désormais perçue à travers le vécu et le regard de ceux qui souffrent. Donc là, c'est un SDF qui reçoit une distribution de nourriture un peu exceptionnelle. On voit aussi des reportages à d'autres années dans les services d'urgence avec les malades. Donc on voit que les marges sociales, les exclus, se trouvent réintégrés dans un récit qui était présenté comme une réalité désenchantée. Et en 1992, donc c'est l'autre image à côté, c'est la banlieue qui entre en scène. Non pas que les caméras des JT s'intéressent à la façon dont la fête est vécue dans les quartiers périphériques, mais simplement parce que là, on nous précise dans le commentaire que des jeunes de banlieue, comme indique le journaliste, se sont rendus sur les Champs-Élysées, donc on est encore toujours sur les Champs-Élysées, et ont causé cette fois des violences. Donc l'articulation banlieue-délinquance est assez immédiate. Même quand la scène se déroule toujours sur l'avenue des Champs-Élysées. Le commentateur, d'ailleurs, je le cite, dit « Des jeunes venus de banlieue préfèrent lancer des bouteilles plutôt que des serpentins ». Donc avec les premiers incidents apparaissent aussi les premiers bilans chiffrés. En 92, on ne parle que de chiffres du côté des forces de l'ordre, puisqu'on se contente de dire que ce soir-là, 3 CRS ont été blessés. Donc la thématique sécuritaire, cette fois le surmarronnier dont je voulais vraiment parler, qui est au cœur de la table ronde, enfin qui amorce cette table ronde sur les chiffres de la criminalité, est effective dès 96-97. Alors la vague d'attentats de juillet 95, octobre 95 a quand même joué un rôle important, a laissé des traces dans la capitale. En 96, par exemple, au réveillon, les JT rappellent à l'esprit des téléspectateurs tout le dispositif intensifié du plan Vigipirate. Et le présentateur incite à ne pas céder à la psychose. Mais là, on voit aussi des effets d'amalgame un peu malheureux, puisqu'il venait, juste avant de parler, d'un affrontement entre 2 bandes rivales à Vélizy. Donc voilà, là, toujours l'association entre la délinquance, la banlieue et autour de ce moment. Donc à partir du début des années 90, la violence se constitue bel et bien en tant que thématique secondaire dans les JT autour de la Saint-Sylvestre. Et de mots-clés s'articulent, banlieue et jeunes. Alors 1997, c'est le premier marronnier des voitures brûlées de la Saint-Sylvestre qui intervient et qui se déroule en dehors de la capitale, dans la métropole de Strasbourg. C'est le premier marronnier de Strasbourg 97. La formule nuit chaude apparaît pour qualifier cette nuit de la Saint-Sylvestre et l'expression contrebalance historiquement en creux la formule été chaud du début des années 80. Donc on mesure à travers cette dilatation de la question des banlieues sur les différentes saisons de l'année, l'été, l'hiver, à quel point c'est désormais enraciné un peu plus, après les troubles des années 90, la thématique des quartiers sensibles perçue d'abord comme un problème. Donc le marronnier de Strasbourg devient au fil des réveillons successifs et jusqu'à encore aujourd'hui le symbole même de ces violences, ces carcasses de voitures. Les journalistes commencent à utiliser la formule de rituel, qualifiée parfois de triste rituel, sinistre rituel, etc.
Mais les chiffres diffusés donc, à ce moment-là ne concernent que les violences à Strasbourg, locales donc. Ils restent assez approximatifs. On parle en 98 d'une cinquantaine de voitures, en 99 d'une quarantaine de voitures, en 2001 de 80 environ. Voilà. Donc au moment... la Saint-Sylvestre parisienne, elle, se continue, hein, il y a les reportages coexistent évidemment, continue de se dérouler dans la liesse collective, même si on entend dans les reportages que la nuit était calme, comme si la violence était désormais un risque de scénario normalisé. Donc cette reproductivité du phénomène engendre dans le récit journalistique des procédés de sérialisation et on peut se permettre, les journalistes, on l'a vu dans les extraits, se permettre des comparaisons d'une année à l'autre, plus, moins, etc. En 1999, on repère aussi les premières volontés de la part des autorités de reprendre en main la communication politique. Alors ici, localement, on voit en bas sur TF1 le procureur de la République donner une conférence de presse pour annoncer les chiffres de l'année, faire le point et accompagner aussi son récit de ce qu'il a envie de dire pour valoriser les points positifs ou non, comme le déploiement policier ou l'augmentation du nombre des interpellations. Et à l'échelle nationale, le ministre en personne cherche aussi à ne pas alimenter les amalgames, stigmatiser les banlieues, les jeunes de banlieue. On l'a vu tout à l'heure, il est en phase avec aussi les reportages de l'époque. Et là, je renvoie avec plutôt la colonne de gauche, où on voit la seconde image, c'est-à-dire on nous précise dans le même commentaire, alors qu'on vient de voir les voitures qui brûlent, qu'il y a aussi des jeunes qui font des fêtes, une fête techno ici, et qui s'amusent et qui, comme dit le commentaire, les jeunes de quartiers sensibles, ils sont aussi capables de s'amuser. Donc, puisque le rituel s'est installé, je l'ai dit, l'événement a cessé d'être imprévisible, donc il devient pour les journalistes très facile à repérer, donc ils sont sur place, donc ils peuvent montrer des images qui vont coller aux incendies. On ne voit plus des carcasses, enfin on en voit quand même, mais on voit aussi les flammes qui ont précédé. Alors, le marronnier, en 2000, juste une petite parenthèse, une anecdote, hein, mais en 2000, il y a assez peu de marronniers, de voitures incendiées, parce qu'il y a un autre phénomène qui joue, c'est c'est pas un marronnier pour le coup, c'est une autre peur, c'est le bug technologique de l'an 2000 qui occupe, c'est hallucinant le nombre de sujets. Donc du coup, on parle moins d'autres choses qui font peur, parce que c'est des peurs plus ordinaires finalement. Donc en 2002-2003, le phénomène devient plus anxiogène. Pourtant, il y a une rupture là aussi à ce moment-là, après le 11 septembre aussi. Si les violences se stabilisent, voire refluent à Strasbourg, donc là je parlais de Strasbourg jusqu'à présent, les JT commencent à accréditer l'idée d'une propagation sur tout le territoire. En 2003, les présentateurs évoquent le nombre de 160 communes de France, en particulier dans les banlieues, la région parisienne. Donc les premiers chiffres nationaux sont diffusés et les reportages se multiplient également en se détachant du factuel pour aborder des aspects périphériques de cette question des incendies, notamment la question du coût pour les assurances. Et en 2006, les chiffres ne sont pas bons et on observe nettement, là pour le coup, la reprise en main très très nette sur le plan de la communication politique avec le fameux reportage de Nicolas Sarkozy qui sillonne la région parisienne en hélicoptère et va serrer des mains dans les bureaux de la direction départementale de l'Essonne. Alors, j'avance dans le temps. Le temps des polémiques, c'est à partir de ce tournant 2004-2012, surtout qu'on repère les polémiques politiques les plus vives autour des chiffres de ces voitures incendiées. Les membres de l'opposition, on a entendu Bruno Leroux tout à l'heure, là c'est Delphine Batho, la secrétaire nationale chargée de la sécurité, qui dénonce les techniques de manipulation des chiffres. Hein. Donc là, par exemple, on le comprend pas dans les extraits, mais en fait, il y a des techniques comme le refus d'intégrer les incendies par propagation. Je pense que Christian en parlera peut-être. L'arrêt des décomptes à 6h du matin, alors qu'il y a des voitures qui peuvent continuer à brûler vers 8h, etc. Donc, une façon de tronquer un peu les chiffres, de les arranger. Voilà. Donc, au fond, il existe
deux types de polémiques autour des chiffres des voitures brûlées de la Saint-Sylvestre. La première qui porte sur les chiffres eux-mêmes lorsqu'ils existent. Donc c'est cette dénonciation des manœuvres, des techniques de manipulation, et l'on voit bien le clivage gauche-droite très opérant. Et la seconde qui porte sur la légitimité même de diffuser ou non ces chiffres de violences urbaines. Taire les chiffres semblait aisé dans les années 90, puisqu'on disait que ça relevait de la responsabilité de ne pas céder aux émotions, de ne pas tenter des effets criminogènes des images, etc. Et aujourd'hui, on assiste à un renversement politique. Ça serait plutôt l'inverse, comme en témoigne la position de Manuel Valls cette année, qui a choisi le changement, comme son président, avec ses prédécesseurs sur le terrain de la communication, en diffusant justement le chiffre record de 1193 voitures incendiées. Et là, je vous montre à droite la réaction de l'UMP à travers la personne de Bruno Bechiza, donc policier lui-même et secrétaire national de l'UMP à l'emploi des forces de sécurité, donc qui dénonce un ministre de l'Intérieur qui est un pompier pyromane en donnant les chiffres et en ayant une possibilité de diffuser, enfin, inciter à la violence. Voilà. Alors que Manuel Valls voulait faire un exercice de vérité, comme il dit. Donc voilà le bilan un petit peu de ce que j'ai repéré dans les JT, les annonces. C'est pas les chiffres, c'est pas les statistiques criminelles. Moi, je dirais des statistiques médiatiques de la criminalité, parce qu'elles sont fluctuantes. On voit bien l'année des polémiques qui arrivent, les coûts des propagations, le chiffre réévalué au 10 janvier, parce que c'est bien moi j'ai travaillé sur les JT des 1er janvier ou 2, mais après les chiffres sont réévalués peut-être à d'autres moments, et du coup on aboutit à d'autres ordres de grandeur. Et ces 2 années, donc 2011-2012, où on choisit de ne pas publier les statistiques. Et ce qui est intéressant, je voudrais finir sur cette idée, de remarquer, c'est quand même la dissonance entre ces chiffres et leurs usages médiatiques et journalistiques. Je veux dire par là que l'augmentation des voitures incendiées finalement assez modérée entre 2002 et 2008. Et pourtant, c'est le moment où le discours médiatique y est le plus anxiogène. Le journaliste donne la parole aux habitants des quartiers qui n'hésitent pas à exprimer leur peur, leur colère. On entend la petite phrase typique du genre « on n'est plus en sécurité nulle part », et ça se répète d'année en année au cours de cette période, et c'est un effet très anxiogène. Alors que l'augmentation la plus spectaculaire se joue, on l'a vu, entre 2008 et 2010, donc après on n'a pas les chiffres pour les années suivantes, et c'est aussi le moment où les différents ministres de l'Intérieur se lancent dans de véritables opérations de communication. Là, voilà, on a vu Brice Hortefeux en 2011, Michel Alliot-Marie aura sa tournée des commissariats à cette date-là. Et donc, cet encadrement, cette reprise en main politique, elle a pour effet d'accompagner des chiffres, ou ceux qui sont cités en tout cas, de les enrober de propos très rassurants. Et les chiffres qui sont mis en avant, on l'a pu le voir dans les extraits de l'INA, ce sont surtout les chiffres du déploiement policier et des interpellations. Et puis on invoque aussi d'autres raisons que la violence, c'est-à-dire la fraude à l'assurance, et c'est pour ça qu'on gagne des territoires ruraux, comme on a pu le voir aussi. Voilà. Donc pour conclure, et parce que je savais que Christian Mouana aimait bien ce tableau-là, donc je pense qu'il donnera matière à la réflexion pour la discussion. Je m'écarte, j'abandonne le marronnier de la Saint-Sylvestre pour présenter ce que je viens de dire. Au fond, ce contraste assez large, assez saisissant entre l'évolution régulière et modérée des statistiques de la criminalité, donc là c'est le diagramme, et puis ces fluctuations très fortes parfois du récit criminel, puisque c'est un travail que j'ai effectué dans le cadre de ma thèse depuis les années 50 à travers la première chaîne, des journaux de 20h du soir. L'évolution de ce récit montre des disproportions assez vastes avec la réalité statistique enregistrée par les services de police. Et c'est là que se pose
évidemment le rôle de l'agenda politique. Le contexte électoral de 2002 est le plus spectaculaire sur ce graphique, qui monte d'un coup et puis qui retombe tout aussitôt après la campagne électorale. Voilà, donc le marronnier, finalement, au-delà d'un marronnier, un cas d'étude comme ça, a priori, c'est une entrée finalement assez intéressante pour saisir, comprendre les polémiques qui se jouent sur les chiffres de la criminalité. Mais Bien, merci Claire en tout cas d'avoir planté le décor. Prendre un petit peu le fil qui a été tissé par Claire et puis essayer de mettre ça dans une perspective qui est finalement comment et pourquoi les statistiques nous ont tant fascinés, pourquoi elles ont participé à une campagne électorale qui s'est finalement bien terminée pour le ministre de l'Intérieur en 2007 et pourquoi finalement ce qui nous fait aujourd'hui rigoler quand j'ai vu les images de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, j'ai vu que tout le monde souriait. C'est intéressant parce qu'il y a quelques années, la plupart des gens, la majorité des gens croyaient en ce qui était dit et il y avait ça faisait pas rigoler, ça inspirait confiance. C'était un peu la contrepartie de cette peur qui montait parallèlement. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de replacer évidemment dans le contexte de l'époque. Alors ça a déjà été dit, le contexte de l'époque, il faut remonter à l'époque 2001-2002, où on a une campagne électorale d'abord durant les municipales de 2001, puis durant la présidentielle de 2002, qui voit un deuxième tour avec Jean-Marie Le Pen qui est là, et puis Jacques Chirac qui, au moment de la cohabitation, annonce très clairement qu'il va faire campagne sur l'insécurité. C'est assez intéressant de voir qu'actuellement, je lisais hier les journaux, l'UMP a décidé de faire campagne sur l'insécurité et qu'à un moment aussi au Parti Socialiste, on a décidé de faire campagne sur l'insécurité. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand je dis qu'il y a une adhésion assez large au discours qu'amène Nicolas Sarkozy à cette idée, la criminalité s'abaisse, ce qu'on voit à travers les chiffres baisser à partir de 2002, ça ne s'arrête pas aux hommes politiques de droite, puisque des gens comme Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, saluent l'action de Nicolas Sarkozy à l'Assemblée, et puisque des gens comme Manuel Valls, futur ministre de l'Intérieur, expliquent comment Sarkozy a mis en place un système qui marche, qui fonctionne, et qu'à force de volontarisme, de pression sur les policiers, on les a remis au travail, et je cite certains, et comment on est arrivé finalement à ces résultats chiffrés qu'on nous annonce, pour donner, je ne vais pas amener les chiffres en détail, mais on passe en 2001 de plus de 4 millions de crimes et délits constatés, et un taux d'élucidation, c'est-à-dire un nombre d'affaires pour lesquelles les policiers ont trouvé un auteur qui tourne autour de 25%, à la période de 2007, on est autour de 3 millions, donc 1 million, un quart de crimes et délits en moins. On a évité 1 million de victimes, nous dit-on, et avec un taux d'élucidation qui a grimpé à 36%. Donc on peut se dire tout va bien, c'est magnifique. Alors, dans le bouquin qu'on a fait avec Jean-Hugues Matelli, on commence à se poser la question. Alors lui, il est gendarme, il est redevenu gendarme après une période un peu mouvementée. Il a travaillé depuis longtemps sur ces questions-là. Il a lui-même été sous les fourches codines de la production statistique. Alors la surprise, c'est de comprendre comment un outil qui est si mauvais, qui est une construction avec plein de défauts, je vais en évoquer quelques-unes, on nous additionne dans le chiffre, ce taux de criminalité, ce nombre de faits et délits, ces millions de faits et délits, on nous additionne des vols à l'étalage, et puis des homicides, et puis des attentats. Tout est comptabilisé. Et 1 égale 1. Un vol à l'étalage vaut un homicide. C'est quand même assez intéressant. Deuxième problème, les unités de compte. On additionne selon... Alors je vous passe les détails, mais on additionne des victimes, on additionne des auteurs, on additionne des procédures, on additionne des faits. Bref, on n'a pas des unités de compte qui se valent, et on additionne tout ça, on agrège tout ça. Le lieu qui est pris en compte n'est pas le lieu de commission de l'infraction, mais le lieu où l'infraction est déclarée. D'où l'idée que certains commissariats de police, quand ils voient leurs chiffres augmenter, ils ont plutôt envie que les gens aient porté plainte ailleurs. Et on a des jeux autour de ça. Le temps aussi, le temps qui est pris en compte n'est pas, dans les statistiques, n'est pas la date où ont été commis les faits,
mais la date de la déclaration. Bref, on a plein de choses comme ça, et je ne parle pas des problèmes de qualification, des problèmes de faits multiples, et aussi, puisque, juste pour finir, par rapport à ces détails techniques, je pourrais vous donner des détails. Au début, on avait commencé avec Jean-Hugues Matelli, on voulait intituler notre bouquin « Manuel pour produire les bons chiffres de la délinquance », parce qu'on donne un certain nombre de recettes. Et puis, il y a des choses quand même qui sont très frappantes, c'est des taux d'élucidation, donc un nombre d'affaires pour lesquelles on a découvert un auteur, qui, pour un certain nombre de types de crimes et délits, sont supérieurs à 100%. Et de manière non négligeable. On a comme ça plusieurs millions de crimes et délits pour lesquels on a des taux d'élucidation supérieurs à 100%. Alors, on va expliquer pourquoi très vite. C'est parce que pour les cambriolages, on est à 10% de taux, ou 12% de taux d'élucidation. C'est très faible, c'est difficile à annoncer. Quand on interpelle quelqu'un qui consomme des stupéfiants, on arrête en même temps quelqu'un et on constate un délit, et on est donc au moins à 100%, et la magie des statistiques policières fait qu'on est à plus de 100%. Donc quand vous additionnez les deux, vous arrivez au 35% dont je parlais tout à l'heure. Bon, je passe sur ces détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et ça peut être un peu technique, donc un peu casse-pied, mais ce qui est intéressant, c'est que cet outil, finalement, va s'insérer dans un contexte qui est celui du triomphe de la technocratie, avant même que Sarkozy arrive. En 2001, on vote une loi qui s'appelle la LOLF, loi d'orientation pour les lois de finances, c'est-à-dire qu'on décide que maintenant il faut évaluer l'action publique et qu'il faut des indicateurs, ces fameux indicateurs qu'on voit dans tous les ministères, y compris celui de la recherche, enseignement, etc. et autres. Et on a le ministère des Finances et en lien avec le ministère de l'Intérieur qui établissent des indicateurs avec une planification plusieurs années à l'avance. On se croirait revenu au temps de l'Union soviétique. Et le mieux, c'est que ça marche, c'est qu'on vous prédit 2 ans à l'avance que la baisse de la délinquance sera de 2%, et elle est effectivement de 2,01%. Bon, bref, c'est assez amusant quand on regarde. Bon, alors on se dit, bon, malgré tout, cet outil fonctionne, et on voit bien comment Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, et on lui dit, et il se rend bien compte, on le met là au ministère de l'Intérieur parce qu'on sait que c'est un poste piégé et que les gens en général n'y font pas carrière avant lui, ça pose problème, on arrive. Et finalement, il va s'en sortir très bien. Alors, il y a toute une mise en scène qui a déjà été évoquée, mais il va s'en sortir très bien parce qu'il va y avoir une utilisation très fine, très intelligente, à la fois d'un contexte qui est celui d'une panique générale autour des chiffres de la délinquance, l'élection de 2002, Le Pen au pouvoir, il ne faut pas que ça recommence. Et puis, cette idée de comment se forger une image de ministre volontariste efficace en ayant des indicateurs incontestables et donc des indicateurs chiffrés. Donc on va prendre ces statistiques, ça s'appelle l'État 4001 en langage policier qui date de 1971. Donc on va créer un indicateur moderne avec un outil qui est très ancien. On va surtout recruter un service com beaucoup plus important au ministère de l'Intérieur. Et puis, on va mettre fin à la police de proximité. Vous allez me dire quel rapport avec les statistiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'avec la police de proximité, quand on ouvre des postes de police, et on a pu le montrer localement, quartier par quartier, et surtout avec des policiers accueillants et qui disent aux gens « venez nous apporter vos problèmes », on fait augmenter la criminalité enregistrée, parce que la criminalité dont je vous parle, c'est pas la criminalité réelle, c'est la criminalité enregistrée. Et bien entendu, quand on supprime la police de proximité, pour des tas d'autres raisons, mais aussi pour celle-là, on ferme des postes de police, et donc les gens, c'est plus difficile de porter plainte, et donc on fait déjà baisser la délinquance. Et puis d'autre part, on va mettre en place ce qu'on appelle le sarcomètre en interne, c'est-à-dire que les préfets, les directeurs départementaux de la police qui ont les plus mauvais résultats sont convoqués au ministère de l'Intérieur. Alors il y a les gens qui ont été soumis à ça racontent très bien, et c'est le chien de Nicolas Sarkozy qui arrive le premier dans le bureau, où ils attendent depuis un bout de temps. Il y a toute une mise en scène, et on leur fait bien comprendre qu'il s'agit d'arrêter ça. Donc il y a toute une pression sur les policiers qui fait que ça élargit le gap entre police et population, mais c'est pas le problème ici. Alors et puis dans la mise en scène, il y a aussi le fait que ces statistiques qui auparavant étaient annuelles, il y avait 2 opérations de communication à peu près dans l'année, une l'été et puis une après le 1er janvier où on présentait le bilan. Nicolas Sarkozy va diffuser ça tous les mois avec communiqué de presse
qui est des belles flèches vertes qui vous expliquent bien, on vous fait l'explication de texte, et puis on va choisir de toute façon les crimes et délits sur lesquels on va focaliser, et puis tout va mieux, élucidation augmente, la criminalité baisse, tout va pour le mieux, et puis on nous donne plein d'histogrammes, de courbes, tout ça. Ça a l'air très scientifique, donc pour des gens qui ont plein d'autres choses à traiter, qui ont plein de problèmes, etc., le travail est déjà pré-mâché, je dirais, mais je ne suis pas spécialiste des médias, donc on verra comment les spécialistes peuvent réagir par rapport à ça. Et puis, on va aussi mettre en place, pour donner des aspects scientifiques à un outil qui ne l'est pas du tout, je vous ai montré très rapidement comment cet outil est fragile, pose plein de questions, plein de problèmes, on va créer le vernis scientifique sous la forme d'un observatoire national de la délinquance avec des statisticiens, avec des gens qui vont mettre en place tous ces chiffres, qui vont les placer sous des belles brochures et qui vont nous montrer comment tout ça est très scientifique, comment c'est très étudié, comment il y a l'INSEE qui travaille, donc il ne peut pas y avoir d'erreur, etc., etc. Alors, le seul problème, c'est que cet observatoire national de la délinquance ne produit pas les chiffres, il ne fait que travailler sur les chiffres qui lui sont remis par les services de police. Il n'y a aucun regard critique par rapport à ces chiffres, ça viendra par la suite parce que l'OND est un peu acculé, mais au départ, pas du tout, et notamment aucune critique des statisticiens sur des taux d'élucidation supérieurs à 100%. On se contente de reprendre l'argument policier qui est de dire « oui, mais s'il y a un taux d'élucidation 100% à l'année N, c'est qu'on rattrape des affaires qu'on n'avait pas élucidé l'année N-1. Alors avec mon camarade Matélic, on a un petit peu un mauvais esprit, on est allé regarder 10-12 ans auparavant, sur certaines lignes, on a toujours un taux supérieur à 100%. Donc cette idée de rattrapage, on est dans l'argumentaire. Alors, on a donc cet observatoire national de la délinquance qui donne encore plus ce vernis scientifique, et puis parfois on invite le directeur de cet observatoire à venir présenter les chiffres à côté du ministre de l'Intérieur. Tout ça est mis en scène et finalement on s'aperçoit que les gens adhèrent, croient, y compris les journalistes, y compris les hommes politiques de gauche qui ne contestent pas, ou en tout cas dans un premier temps, ce bilan. Et finalement, la vraie question, c'est de se poser la question pourquoi ça marche ? Alors là, je ne suis pas spécialiste des médias ni de l'opinion publique, alors j'avancerai des hypothèses que je livre à votre sagacité. Alors, d'un point de vue politique, et je dirais d'un point de vue de l'opinion publique, il me semble que le traumatisme de 2002, l'arrivée au pouvoir de Jean-Marie Le Pen, l'arrivée au deuxième tour, pardon, j'espère que c'est pas un lapsus révélateur, l'arrivée en tout cas au deuxième tour est quelque chose qui a beaucoup marqué, et on veut plus jamais ça. Et il y a quand même l'idée que peut-être collectivement, les journalistes, les hommes politiques, tout le monde en a trop fait sur les chiffres de la délinquance. Et il y a aussi quelque chose, une scène qui apparaît complètement pathétique, qui est cette déclaration de Lionel Jospin au journal de la 2 en 2001, qui dit « Nous avons été naïfs sur les questions de sécurité ». Alors, en pensant qu'il y allait avoir une baisse de la délinquance parce qu'il y avait une amélioration des indicateurs économiques. Alors, on pourrait gloser longtemps sur cette phrase et comment ça a été prononcé. Ce qu'on peut dire par rapport à ces chiffres de la délinquance, c'est que dès les années 97-98, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre sont avertis d'une chose, c'est que si on fait de la police de proximité, la délinquance révélée va forcément augmenter. Si on améliore les relations de la police avec la population, la délinquance va augmenter. Il y a même des gens au cabinet de Jean-Pierre Chevènement qui lui proposent de bidouiller les chiffres. Donc c'est pour ça, par rapport au discours de Manuel Valls, nous on donne les vrais chiffres, c'est un peu quelque chose de constant à gauche, même si certains ministres de gauche ont pu jouer un peu avec les chiffres. Alors ce qu'il me semble, c'est donc que on a eu collectivement, la société dans son ensemble a eu envie de croire ces chiffres parce qu'il y avait un espèce de ras-le-bol par rapport à cette montée en puissance qu'a décrite Claire sur la criminalité, sans cesse plus, ça arrive, le papy qui arrive juste avant l'élection présidentielle, qui s'avère après être une histoire beaucoup plus glauque et un papy beaucoup moins victime que ce qu'on avait cru, etc. Et puis, cette idée que finalement, du point de vue à la fois des journalistes,
du personnel politique, mais aussi des policiers. On a envie de sortir de cette inquiétude et de se dire les choses vont mieux. C'est un aspect un peu positif de ces chiffres de la délinquance. Et je dirais, autant on en a fait beaucoup avant 2001-2002 sur les chiffres de la délinquance, cet accroissement. Tous les journaux titrent oui, plus X%, échec du gouvernement sur la délinquance, toujours plus, sans écouter le discours de tous les gens qui expliquent pourquoi il y a une augmentation de ces chiffres. On parlait tout à l'heure notamment de l'augmentation du nombre de mineurs mis en cause, mais on sait très bien que ça correspond à une loi qui va élargir les domaines pour lesquels on peut mettre en cause des mineurs au milieu des années 90. Donc, tout ça peut s'expliquer, mais on n'explique pas, et on est dans cette politique qui est plus sur la sensation, le ressenti. Mais alors là où on voit que c'est quand même assez dramatique, c'est qu'on croit tous que ça va mieux. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, par exemple, du point de vue des relations police-population, cette course aux chiffres va amener à une dégradation très forte. Fermeture de la police de proximité, policiers incités à ne pas prendre des plaintes, à interpeller des gens, notamment sur les pratiques policières, si on prend les stupéfiants, à interpeller beaucoup de petits consommateurs de stupéfiants pour faire du chiffre, c'est la course au bâton, on appelle ça, et des activités sur lesquelles on se focalise pour montrer qu'on est efficace. Et donc, au lieu d'améliorer les relations avec la population, on a plutôt un outil qui va plutôt renforcer ce qui est un des traits caractéristiques de la police française, c'est une tendance à fonctionner plutôt par rapport aux ordres venus d'en haut que par rapport à un service rendu au public. Alors, tout ça pour dire que par rapport à la courbe qui est là, on pourrait presque en rajouter une autre qui est finalement, il y a une totale déconnexion entre non seulement le taux de criminalité et la façon dont c'est traité par les médias, mais aussi une déconnexion entre ce taux de criminalité et la façon dont la police est perçue par la population. On pourrait aller de manière encore plus abrupte. Si on fermait tous les commissariats de police, on aurait un taux de criminalité de 0. Pendant un mois, on a un taux de criminalité égal à 0. Est-ce que ça veut dire que le service rendu à la population est meilleur? Non, bien entendu. Donc, on pourrait presque aller jusqu'à émettre l'hypothèse que le taux de criminalité évolue en fonction inverse du taux de popularité ou d'efficacité de la police. Et c'est peut-être là-dessus que je vais m'arrêter et puis livrer ça à votre réflexion, qui est justement ce décalage qu'il peut y avoir entre, j'en parlais un peu ce matin, entre la réalité telle qu'on essaie de l'aborder, et techniquement on voit bien comment cet outil statistique tel qu'il fonctionne actuellement est complètement aberrant, et en plus est contrôlé par les policiers, ils sont évalués là-dessus, et en même temps c'est eux qui le produisent. C'est quand même l'effet pervers maximal. Et puis finalement ce qui en est reçu dans la population, et quand je dis la population, il faudrait faire la distinction entre les quartiers où on est confronté à la criminalité et ceux où on en est plus préservé, parce que là on peut mesurer localement qu'il y a des différences, et puis la façon dont les médias et dont le personnel politique traite ou ne traite pas bien ces choses-là. On parlait tout à l'heure de la déconnexion entre l'État et puis un certain nombre de problématiques concrètes. Il me semble qu'à travers les statistiques et surtout cette politique des indicateurs, parce qu'évidemment on peut élargir au-delà de la police, on a l'impression d'avoir prise sur le réel. J'ai remis les policiers au travail parce que je les contrôle à travers les statistiques, et en effet, c'est plutôt le contraire qui se passe, c'est qu'on a plutôt un outil qui aveugle plus qu'il ne produit d'informations. Merci. Bien, merci pour tous ces décryptages qui sont quand même tout à fait passionnants. Et puis, me voilà très rassuré parce que je suis assis à côté d'un policier, puis j'ai appris qu'il y avait des taux d'élucidation supérieurs à 100%. Donc, en tant que citoyen, tout va bien. Et voilà, même si, effectivement, dans l'enseignement supérieur et la recherche, on peut aussi connaître les effets pervers des indicateurs. On va finir par produire plus que pour les indicateurs, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Yannick Dagnaud, donc sans doute des réactions par rapport à ce qui s'est dit, échangé ici,
vie et puis sur cette culture du chiffre. Des réactions après l'intervention de Christian Mona, qui est toujours très professionnelle et très précise, puisqu'il connaît peut-être même mieux la police que moi. Pour avoir travaillé dans son ensemble, moi je n'ai pas travaillé sur l'ensemble de la police, puisque j'ai eu un parcours traditionnel de gardien de la paix issu de province, de classe moyenne, comme il y a tant aujourd'hui, c'est-à-dire que la sociologie policière, c'est 80% de personnes issues de province et qui débarquent de leur province pour travailler en Ile-de-France et dans les quartiers difficiles, ce qui existait il y a presque 30 ans quand j'y suis rentré. Aujourd'hui, c'est le même schéma. Donc, je représente le premier syndicat de policiers qui s'appelle Unité SGP Police Force Ouvrière. Je peux vous parler parce que justement j'ai une délégation syndicale, après avoir porté pendant quelques années la cagoule dans différentes régions de France, y compris la Corse. On pourrait y revenir en dehors du micro pour apporter quelques petites précisions sur ce qui a été dit. C'est pour cela que je ne suis pas intervenu dans le débat tout à l'heure, puisque malgré tout je suis tenu à un certain niveau de réserve. Donc, ceci étant dit, donc je suis arrivé au syndicat en 2008, ça va faire 5 ans, j'ai bientôt et dans quelques semaines je quitterai mon poste pour reprendre en service, parce que je considère qu'un bon syndicaliste doit aussi de temps en temps retourner à la base pour se rappeler, se remémorer ce qu'est la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, on la perd très vite. Puisque les choses évoluent rapidement, et quand Christian dénonce la police, la disparition de la police de proximité, moi je n'ai pas connu la police de proximité sur le terrain, j'ai connu les îlotiers d'antan, qui est exactement la même chose que tout à l'heure, où on nous voyait, on était encore à faire traverser les personnes âgées sur les passages protégés, ou les gamins à la sortie des écoles, et le 31 décembre nous avions la bise plutôt que de recevoir des cocktails Molotov sur la tête. Voilà. Le syndicat aujourd'hui, enfin la communication externe du syndicat est très axée sur les médias. Je l'ai découvert par rapport à mon travail, c'est-à-dire qu'avant que j'y arrive, le service presse était totalement embryonnaire, n'existait pas, et la concurrence syndicale avait une large avance sur nous. Donc il a fallu s'atteler, alors ce qui était très difficile pour moi, parce que je sortais des renseignements généraux où nous ne pouvions pas du tout parler, et surtout pas avoir dans nos relations de journalistes, et il a fallu que je m'ouvre à ce milieu que je ne connaissais pas, et que je démarche, que je fasse beaucoup de lobbying, et puis ça a fonctionné, puisque petit à petit, le carnet d'adresse s'est étoffé. Aujourd'hui, il est tout à fait correct, d'autant que les spécialistes police-justice et accessoirement des questions de société qui traitent de sécurité sont quand même pas très nombreux, au moins sur la place parisienne. Ce travail a été fait, réalisé. J'ai d'ailleurs pu l'élargir aussi aux relations publiques et rencontrer pour la première fois Christian Mona. C'était dans un débat sur son livre, sur la statistique policière. Et je m'étais fadé son bouquin, ce qui n'était pas si simple que cela, parce que ce n'est pas la littérature qu'on trouve dans les écoles de police. Donc l'essor s'est vite fait sentir, puisque le service presse a une envolée assez importante, d'autant que, justement, tous les journaux télévisés ouvrent quasiment quotidiennement sur du fait divers. Et quand on parle de fait divers, on ne parle pas d'autre chose, on ne parle pas de l'essentiel, on ne parle pas de la grande misère sociale dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et qu'on ne parle surtout pas du chômage, puisqu'il n'y a aucune solution à y apporter. Je suis tombé dedans, nous sommes toutes les organisations syndicales tombées dedans, puisque à aucun moment... nous avons eu de réflexions au moins communes. C'est pas toujours difficile, c'est pas toujours très simple de discuter avec l'opposition syndicale, surtout quand ils sont sur des concepts autoritaires qui ne sont pas les nôtres, et encore moins politiques. Et en débriefant il y a encore quelques semaines avec mon remplaçant, c'est ce que je lui disais. J'ai dit, il ne faut pas reproduire les erreurs que nous avons commises ces dernières années. Le problème, c'est qu'on est dans un système politico-syndical institutionnel qui fait que le ministère de l'Intérieur est probablement aujourd'hui le premier ministère à communiquer. On a un ministre de l'Intérieur qui sait très bien communiquer, je ne vais pas dire que c'est un copier-coller, mais il passera tout pour réussir politiquement parlant. Et nous, malheureusement, si nous ne nous attendons pas derrière, eh bien on ne parlera pas de SGP Police Force Ouvrière, on parlera de Alliance Police Nationale, donc qui ont des approches sur la sécurité totalement différentes de nôtres. Donc en fait, en plus, ce n'est pas le message syndical que l'on arrive à faire passer, tout du moins rarement, c'est plus commenter un fait divers.
c'est plus commenter des interpellations. Je vous donne des références, ça remonte à hier. Hier, il y a eu 2 grosses affaires. Il y a eu Grigny, interpellation des délinquants qui ont attaqué la diligence, le RERD. Et il y a eu les interpellations sur l'affaire Solacaro encore, d'autant qu'il y a un policier qui était en garde à vue sur cette affaire-là. Donc, notre téléphone a sonné hier toute la journée pour avoir des informations. En plus, nous sommes des informateurs quelque part. À un moment donné, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que le ministère de l'Intérieur, la police nationale apprennent à bien communiquer, qu'elle nous désengage, nous, les organisations syndicales, de ce système de communication qui, quelque part, nous dessert, puisque on nous voit effectivement à la télé. Moi, je suis très content quand je rentre dans ma Bretagne natale et qu'on me dit « Tiens, on t'a vu à la télé, c'était bien ce que tu as dit. » Oui, mais j'ai dit quoi ? Je sais pas, mais je t'ai vu à la télé. C'est l'effet télé et c'est l'effet tout à fait néfaste. En fait, pour nous, ça nous intéresse pas. On n'a pas d'autre solution ou d'alternative à l'heure actuelle pour sortir de ce système. Nous en avons bien connaissance, mais comment nous en sortir, nous n'avons pas encore la clé. Ça viendra peut-être. Le ministre de l'Intérieur, au cours d'un échange de poignées de main, m'avait dit le 4 juillet l'année dernière, donc le ministre de l'Intérieur actuel, parce que ses prédécesseurs ne me parlaient pas, m'a dit les délégués syndicaux, vous allez devoir moins parler. J'ai dit oui monsieur, mais il va peut-être falloir que votre administration apprenne à bien communiquer. Et pourtant, il ne manque pas de communicants. La police nationale ne sait pas communiquer, faire du factuel sur un fait divers X ou Y, tandis que la gendarmerie le fait allègrement. Aujourd'hui, si vous regardez bien l'évolution depuis l'arrivée de Valls, on voit effectivement de moins en moins de syndicalistes policiers parler, de plus en plus de procureurs de la République ou de substituts qui interviennent sur du fait divers, parce que qu'est-ce qui intéresse les journalistes ? Il faut que ce soit du sang, la crime, il faut surtout quand il y a du sang, alors ça c'est top. C'est vraiment le super scoop pour le journal de 20h du soir. Et quand ça se passe au week-end, c'est encore mieux. Mais bon, pour nous, ça reste un exercice très difficile parce que cela fait partie de nos communications que nous avons actuelles. Et il est préférable de faire, je peux vous le dire, parce qu'on a testé l'écho que nous avions par rapport à nos publications internes, qui là reste de la publication syndicale, qui est, comme beaucoup de choses écrites maintenant, peu lue. Et vous avez un 20h avec Claire Chazal le dimanche soir sur TF1. Alors là, ça fait le buzz dans tous les commissariats de police. Comment nous en sortir ? C'est une difficulté. Et si quelqu'un a la clé, après le débat, il pourra m'en parler. Sur les images. Alors sur les images, je crois que c'était, on est tombé également dans le panneau, parce que généralement, la nuit du 31 décembre au 1er janvier, j'étais de permanence pour répondre aux journalistes sur le nombre de voitures brûlées. Mais le nombre de voitures brûlées, je crois que Christian l'a bien, et Claire tout à l'heure l'ont bien démonté, le nombre de voitures volées est comptabilisé par le centre opérationnel Beauvau. Qu'est-ce que c'est le centre opérationnel Beauvau ? C'est chaque direction active de la police nationale qui envoie un certain nombre de fonctionnaires qui vont assurer une permanence la nuit du 31 décembre et d'autres nuits s'il y a des événements graves. Ensuite, il y a un responsable, généralement, qui est aux ordres du cabinet ministre. Que va-t-il se passer ? C'est qu'à partir d'une certaine heure, on va commencer à faire le décompte, et à partir d'une certaine heure, on va dire stop, c'est fini. Donc ce qui s'est passé avant ou ce qui s'est passé après ne sera pas comptabilisé. Une voiture qui brûle, c'est une voiture brûlée. Mais si la voiture d'à côté brûle, ça ne reste qu'une voiture brûlée. Donc les statistiques, ou ce qui en est rapporté notamment par les médias, il faut être très très prudent. Le problème, c'est que tout ce débat-là, toutes ces informations qui transpirent dans les médias X ou Y, arrivent à influencer l'opinion publique sur la notion d'insécurité. Et les dés sont pipés dès le départ, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde joue, et tous les partis politiques actuels jouent sur ce problème de sécurité. Effectivement, on lit les écrits de Christian, de Fabien Jobard, de Laurent Mucchielli, qui décortique et qui nous aide, nous, dans notre réflexion syndicale, parce qu'on n'a pas les neurones assez élevés pour y arriver tout seul, mais au moins ça nous apporte une aide scientifique qui fait ses preuves. Dans nos démarches avec les autorités institutionnelles, à chaque fois on démonte et à chaque fois, grosso modo, vous n'êtes pas là pour démonter un outil statistique, encore moins pour faire des propositions. On va parler avancement, on va parler mutation, puisque nous sommes des fonctionnaires de l'État et donc soumis à ces règles-là. Donc, pour l'instant, tout ce qui a été dit est à tenir comme vérité.
Bien. Donc, mais est-ce qu'en termes de pratique dans les commissariats, ça veut bien dire que effectivement, ce qui a été exposé ici, ça fonctionne comme ça? Il y a eu un changement à un moment qui a été constaté? Alors, oui, il y a eu différentes périodes de changement. Bon, moi j'ai connu les îlotiers, j'ai connu toute cette période, on pourrait appeler ça, alors on parle toujours avec nostalgie du passé, moi j'ai connu l'époque Pinot Simple-Flic. Maintenant on connaît Mafiosa, on connaît tout un tas d'autres séries, mais je pense que Pinot Simple-Flic dans les années 80 symbolisait vraiment la police que c'était la police secours. Le service public police nationale. Aujourd'hui, on est sur des notions de rentabilité, et pour en revenir à la Corse tout à l'heure, moi j'étais chef de groupe quand je partais en déplacement en Corse, et je me retrouvais à une époque non plus à faire du travail de terrain, mais à remplir des camemberts de statistiques pour justifier l'emploi de mes effectifs la nuit. Voilà. C'est-à-dire qu'on a à un moment donné transformé ce service public, mais comme d'autres services publics, comme la recherche, comme l'enseignement, comme l'hôpital, en entreprise privée, et le commissaire de police qui était un flic au départ est aujourd'hui un gestionnaire d'entreprise. Il n'est pas là pour faire de la police, il est là pour faire de la statistique. On peut croire que dans le discours, Manuel Valls a la volonté de faire évoluer les choses. Quoi qu'il en soit, entre le discours du ministre et ce qui arrive sur le terrain, il y a un gros décalage. Je disais il y a quelques mois de cela à un des conseillers du ministre, je dis, vous savez, effectivement, on a changé de ministre, on a changé de cabinet, mais la police, elle n'a pas changé. Il y a quelques endroits, quelques départements, parce que le directeur départemental a la volonté de faire autre chose. Par endroit, ça fonctionne et on conçoit les choses différemment. Mais aujourd'hui, les commissariats fonctionnent comme hier. Les notions de contrôle de l'activité, ça fonctionne de la même façon. Alors effectivement, je pense que ce que disait Christian Moina sur les infractions révélées par l'activité des services, ces fameux IRAS, aujourd'hui, je pense qu'on fera moins un consommateur de stupéfiants, parce qu'on sait qu'un consommateur de stupéfiants, c'est une infraction constatée, une infraction élucidée. À l'époque, c'était une mesure de garde à vue, éventuellement un déferment devant le procureur de la République ou son substitut. Je pense qu'on va sortir un peu de cela. Mais si on regarde bien, si vous regardez, moi dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de déplacements en province, les contrôles de vitesse en pleine ligne droite sur l'autoroute, ça existe toujours. Et là, ça fait du chiffre. Ça fait du chiffre et surtout, ça fait de l'argent rentrer dans les caisses de l'État. En cela, les commissariats souffrent, comme beaucoup d'administrations, parce que les effectifs ont fortement diminué. On a perdu 8000 gradés et gardiens de la paix en un quinquennat, ça n'a jamais existé. Valls a fait un effort là, puisqu'il y a 2400 gardiens de la paix qui sont actuellement en formation, mais qui ne vont pas sortir avant un an. C'est un an de formation de gardiens de la paix maintenant. Pour remplir les ZSP, donc les zones de sécurité prioritaires, pour rapprocher police de population. Aujourd'hui, il y a presque 70 ZSP, il n'y a personne dedans en effectif. Donc, le commissariat d'il y a 2 ans et celui d'aujourd'hui, c'est toujours la même configuration. Effectivement, en apport d'effectifs, ça demande beaucoup de temps de formation notamment. On peut espérer avoir une petite bouffée d'air dans les 2-3 ans à venir, mais quant aux réformes de profondeur sur la police nationale, les effets c'est du long terme, et le long terme passe beaucoup plus long justement que le temps politique. Bien, merci. Alors, Cédric Mathieu, on va vous écouter. Vous êtes un des rares journalistes à avoir un regard très particulier sur les chiffres, puisque vous avez, dans un premier temps, développé le blog des Intox, qui est maintenant une rubrique du journal Libération. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce qui a été dit ici sur finalement comment on va livrer ainsi des indicateurs qui vont être finalement réutilisés un peu sans vraiment être ni analysés ni critiqués? Moi, je voudrais commencer en répondant en fait à une des questions que posait Christian Moina, qui est pourquoi les médias gobent et relaient cet indicateur-là. Et je pense qu'un des éléments de réponse, c'est le besoin farouche des journalistes d'objectiver une situation. Et alors, il existe dans tous les secteurs des indicateurs. Quand on parle de la pauvreté, on a le chômage, on a le taux de pauvreté, on a le pouvoir d'achat. Et en matière de délinquance, les choses sont en fait horriblement compliquées, parce que c'est un sujet sur lequel l'opinion attend énormément d'éléments d'information. Et
Et je ne sais pas trop comment ça s'objective la délinquance ou la criminalité, parce que les éléments qui sont utilisés, c'est ce qu'expliquait Christian Moina, sont en fait les faits constatés par la police, qui ne correspondent absolument pas à la délinquance réelle, puisqu'il y a par définition de la délinquance qui n'est pas constatée. Par ailleurs, une évolution de la délinquance constatée ne signifie pas forcément une hausse de la délinquance réelle. On peut avoir, enfin c'est ce qui a été expliqué par d'autres mieux que moi, mais en matière de violence par exemple aux personnes, on peut tout à fait imaginer que sensibiliser les victimes pour augmenter le taux de plainte aboutirait à faire augmenter donc le nombre de plaintes et donc la criminalité constatée. Ce serait plutôt une bonne chose. Voilà. Donc, alors le problème, c'est que les journalistes n'ont pas d'outils simples pour rendre compte de cet état de la délinquance. Et les journalistes détestent la complexité. Souvent, et en fait, je pense qu'il existerait sans doute des moyens d'aborder ces questions avec des enquêtes de victimation, par exemple, en multipliant les sources, etc. Mais c'est des choses qui sont compliquées à expliquer à l'opinion et qui sont difficilement perceptibles par l'opinion. Et je pense que la raison pour laquelle aujourd'hui les médias par facilité relaient ça, c'est tout simplement cette tentative d'objectiver les choses. Alors après, ce qui est vraiment problématique, enfin on peut dire de tous les indicateurs qu'ils ont leurs limites. Les indicateurs sur le chômage, les indicateurs sur le taux de pauvreté, les indicateurs dont je parlais tout à l'heure, ils ont à chaque fois leur zone d'ombre, des choses qu'ils disent, des choses qu'ils ne disent pas. Parfois c'est des facilités et ils empêchent, des fois ils épuisent le débat plutôt que de le nourrir, ils empêchent de parler d'autres choses, etc. Dans le cas de la délinquance, ce qui est très particulier, c'est que tous les indicateurs sont soit très peu pertinent, soit pas du tout pertinent en fait. Et ce qu'on a assisté en gros depuis 10 ans à la promotion par les politiques d'indicateurs qui ne veulent absolument rien dire. Le premier, c'est le fameux chiffre unique de la délinquance, dont Christian Moina évoquait le principal problème, et qu'il agrège dans un immense sac des faits qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. On peut parler du taux d'élucidation global qui est exactement semblable, qui représente pas du tout l'efficacité de la police. Encore une fois, tout dépend quand on tient compte des IRAS, qui sont donc ces infractions révélées par l'action des services, qui par définition sont élucidées à 100%. Quand il y a plus d'IRAS par rapport à d'autres faits qui sont moins élucidés, le taux global augmente. Ce qui ne veut pas dire que l'efficacité de la police augmente. Et donc depuis 10 ans, c'est vrai que je pense que c'est beaucoup Nicolas Sarkozy a imposé des indicateurs qui veulent pas dire grand chose et dont les médias sont aujourd'hui un peu prisonniers, au point que d'ailleurs il y a un cercle vicieux un peu qui s'est mis en place. Et on en a une illustration assez récente avec un papier du Figaro qui dressait le bilan du premier semestre de François Hollande en matière de délinquance, en expliquant qu'il y avait 45 000 victimes de plus que par rapport au premier semestre, par rapport au second semestre de l'année dernière. Et donc là, il y a la reprise par un média d'une équivalence qui date à peu près d'une dizaine d'années entre le nombre de faits constatés et le nombre de victimes. Alors c'est une communication compassionnelle dont on comprend évidemment l'intérêt, plutôt que de dire il y a 100 000 faits constatés en plus, on dit il y a 100 000 victimes en plus, sachant que dans les 100 000 victimes, il y a parfois des abribus dégradés, il y a du vol à la roulotte, il y a des faits de braconnage, parce que il y a des choses qui n'ont absolument rien à voir avec... donc ce qui est tout à fait ridicule. Alors ce qui est marrant, c'est pas du tout marrant, c'est que ce papier du Figaro qui parlait de 45 000 victimes est repris aujourd'hui par l'UMP, qui le cite. Et donc on a aujourd'hui en boucle les responsables de l'UMP qui citent cette comptabilisation, cette présentation, en sourçant le Figaro, qui lui-même s'est inspiré d'une manière de présenter les choses du ministre de l'Intérieur depuis une dizaine d'années, qui ne veut absolument rien dire. Donc voilà, on est un peu dans une impasse, et je trouve que la situation est assez intéressante, parce que Manuel Valls, sans que je sache exactement quelle est
sa conviction en la matière et sa sincérité est arrivé à Beauvau en disant on veut réellement modifier les choses et briser ces indicateurs. Donc il n'y a plus par exemple de présentation avec le chiffre unique, mais il est coincé politiquement dans la mesure où la remise en cause de la continuité de la communication statistique est évidemment dénoncée par l'opposition comme une façon de casser le thermomètre et voilà. Et à mon avis perçue aussi un peu comme ça par l'opinion. Et donc à mon avis toute tentative de complexifier un peu la présentation de la délinquance sera perçue par l'opinion et dénoncée par l'opposition comme une façon de noyer le poisson et de ne pas dire la vérité. Donc on est un peu dans une impasse. Mais d'un point de vue méthodologique, quand vous traitez des sujets en rapport avec la délinquance, comme vous le faites récemment par exemple sur le clip de l'UMP, comment vous procédez en fait pour prendre un peu de distance par rapport à ces chiffres-là et pour savoir si c'est de l'intox ou pas finalement? Ça, on procède pour la délinquance comme pour tout le reste. Le clip de l'UMP, tout le monde ne l'a pas en mémoire, j'imagine, disait simplement que sous Nicolas Sarkozy, les violences physiques avaient baissé sur 90% du territoire. Alors là, c'est absolument un cas d'école de n'importe quoi, mais bon, on essaie de savoir tout simplement d'où ça vient. Alors l'UMP nous dit, on a repris une citation de Brice Hortefeux de 2011. Alors Brice Hortefeux expliquait effectivement, en faisant le bilan de l'année 2011 sur 2010, que les violences avaient baissé sur 90% du territoire entre 2010 et 2011. 2 ans après, l'UMP transforme ça a baissé sur 90% du territoire entre 2002 et 2012. Ce qui est déjà assez audacieux comme extrapolation. Mais alors, quand on va au-delà, on se rend compte que Hortefeux parlait en fait d'une baisse des violences en zone gendarmerie qui correspond effectivement à peu près à 90% du territoire. Mais alors une baisse moyenne de 90% en zone gendarmerie ne signifie pas que sur la totalité de la zone gendarmerie il y a eu une baisse. Donc il y a eu une espèce de mise en abîme ce qui fait que ce chiffre disait absolument rien. Mais il nous donne la clé en fait en nous donnant leurs sources. Et c'est assez facile. Mais je voulais juste rebondir par rapport à ce que dit Christian Moina, que je trouve un tout petit peu sévère, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de chercheurs spécialistes, beaucoup plus que moi, par rapport à l'ONDRP, donc l'Observatoire national de la délinquance, qui je trouve quand même ces dernières années donne quand même quelques clés pour l'utilisation des chiffres, toujours balayés par la communication politique. Mais je trouve qu'ils font quand même un petit effort et il nous arrive de nous appuyer quand même un peu sur leur boulot quand même. Mais bon, je suis beaucoup moins spécialiste que vous. Mais si tu veux répondre sur ce non, mais enfin, sur ce point, c'est peut-être un détail, mais ce qui est intéressant, c'est que, on a une évolution au cours du temps de la position de l'OND, qui maintenant d'ailleurs a investi plus dans les enquêtes de victimation. C'est-à-dire les enquêtes de victimation, c'est au lieu de prendre les chiffres de la police, on va interroger des gens pour savoir s'ils ont été victimes durant la dernière année ou les 2 dernières années. Ce qui est intéressant avec ces enquêtes de victimation, c'est qu'on arrive à avoir quelque chose de très différent des chiffres policiers. Mais le problème est qu'ils sont pas du tout exploitables dans le même temps. Et je pense que peut-être c'est quelque chose sur lequel on pourrait aussi insister ou se poser des questions, c'est le temps du scoop. Je sais pas quel nom lui donner, mais qui est même s'il y a du démenti et d'ailleurs on ne saurait que rendre hommage au travail que vous faites, que font maintenant un certain nombre de journalistes qui arrivent à décrypter quasiment en temps réel des discours, ça devient presque une spécialité et je trouve que c'est très bien, qui déconstruisent immédiatement le discours du politique. Certains diront que ça affaiblit la parole du politique, mais quelque part c'est peut-être aussi faire ou alors on dit qu'on triche tous et puis voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'OND, c'est qu'ils continuent, même s'ils ont les enquêtes de victimation, à produire un certain nombre dans leur production. Quand on s'était amusé avec Jean-Hugues Matéli, puisqu'on avait été invité à l'OND, il voulait régler notre compte et bon, c'est un petit peu défendu, mais la majorité de leurs papiers continuent d'être fondés sur des chiffres de police. Et quand on leur demande comment ils les analysent, c'est pas à travers des chiffres, c'est en allant poser la question aux policiers, comment ça se fait que vous avez ce chiffre-là? Ce qui est quand même un décalage, parce qu'ils pourraient faire une analyse démographie, statistique, puis en tirer des hypothèses, mais ils vont faire des explications qui n'ont rien à voir, je n'ai pas d'exemple là en tête, mais qui n'ont rien à voir avec les chiffres qu'ils produisent. Et il y a quand même un double discours de l'OND qui est à la fois attention, chiffres uniques, etc. Et puis, ils font encore une grosse partie de leur communication là
là-dessus. Il suffit de prendre, ils ont mis en place, pour copier les Américains, mais sans les copier totalement, un logiciel de cartographie qui est très intéressant, parce que quand on va cliquer dessus, la première page, c'est on nous explique pendant à peu près 2 ou 3 pages très serrées pourquoi cet outil n'est pas très pertinent finalement, parce qu'il y a des tas de problèmes. Puis assez rapidement, parce que quand on lit un truc, mais on clique, puis là on a des belles cartes avec le département de l'Eure, la criminalité augmentée, le département de la Seine-Saint-Denis un peu baissé, et on voit bien que ça n'a pas de pertinence, ça n'a pas l'utilité que peut avoir le crime mapping aux États-Unis, même si ça pose d'autres problèmes, qui est notamment de dire aux gens, regardez, tel quartier, tel pâté de maison, il y a tel problème, donc évitez. Il y a même des logiciels, j'ai vu ça la semaine dernière, pour permettre aux étudiants qui sont par exemple à Chicago Sud, qui est l'université au milieu d'un quartier très dangereux, il y a des logiciels pour vous indiquer la route pour éviter les points chauds, les hotspots. Et bon, on voit bien comment, là, on peut critiquer ça. Bon, là, on est dans de la communication encore. On est à l'OND. Je ne le fais pas, mais je le fais en même temps. C'est là où il y a tout ce jeu un peu ambigu. Et on voit bien, il y a une commission actuelle qui réfléchit, une commission parlementaire qui réfléchit sur l'évolution des chiffres de la délinquance, ou qui a auditionné énormément de personnes, des syndicats, des chercheurs, des partis politiques, etc., des journalistes. Et on voit bien comment, c'est absolument ce que vous disiez, il y a du mal à trouver un autre outil. Et on a l'impression actuellement dans les commissariats, mais Yannick me corrigera si je me trompe, qu'à la fois tout le monde dit ce système-là est complètement pervers et complètement fou, et là je ne parle pas seulement des médias, mais sur quoi on va s'évaluer. Et on a du mal, c'est pas seulement les journalistes qui ont du mal à utiliser un autre outil, c'est y compris à l'intérieur de l'institution, et je pense que c'est pas seulement vrai pour la police, on a du mal à trouver un autre outil pour mesurer si on est efficace ou pas. Et on est bien dans la problématique du colloque sur représentation, action, réalité. Et on va avoir des interventions de la salle.